Bienvenue tout le monde, bienvenue à cette conférence de la série Finances personnelles, faire ses impôts au Québec. Alors, cette série de conférences est présentée grâce au soutien de la Fondation de BANQ. Pour ce soir, pour cette conférence sur les impôts, notre invité est ça y est, François-Xavier, on l'a pratiqué, François-Xavier Pinsec de la CEF de l'Est de Montréal. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec François-Xavier. Bonsoir tout le monde. Oui, je m'appelle François-Xavier, FX, ce sera plus simple. Je travaille à la CEF de l'Est. Aujourd'hui, je fête mes 1 an à la CEF de l'Est. La CEF, c'est quoi? C'est Association coopérative d'économie familiale. C'est un concept qui existe depuis les années 50, c'est très vieux. On parle de quoi? On parle de budget des familles. On parle d'endettement. Qu'est-ce qu'on fait? On donne des ateliers. On agit pour la protection des consommateurs aussi. En parlant budget, on offre des consultations budgétaires gratuites. Si par exemple, il y a un nouveau bébé dans la famille, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer le budget, trouver des pistes de solutions? On parle d'endettement évidemment. On a un petit volet Hydro-Québec. On a une ligne directe avec Hydro-Québec pour avoir des ententes de paiement pour les personnes à petits revenus. On parle aussi de immobilier, de retraite, on offre des ateliers à ce niveau-là. On a aussi un fonds d'entraide. Un fonds d'entraide, c'est en association avec les caisses des jardins. On offre des petits prêts ou des petits dons sous certaines conditions, drastiques évidemment, et aux personnes à faible revenu et qui en auraient besoin. Et pour finir, les impôts, et c'est un peu pour ça que je suis là ce soir. On fait depuis l'année passée, on a ouvert une clinique d'impôts entre guillemets à l'année, et on s'est aperçu l'année dernière, en faisant à peu près depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, on a fait à peu près 800 dossiers traités, donc il y a un réel besoin. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis ici. Heu, Sans plus tarder, aujourd'hui, on va faire un survol. Vous avez sans doute entendu parler de la saison des impôts qui a commencé, histoire de bien nous coller du stress. Écoutez, je suis pas comptable. Moi-même, ça fait 20 ans que je suis au Québec. Pendant 8 ans, j'ai pas fait mes impôts, donc je suis pas le meilleur exemple non plus. Voilà, en fait, mais les impôts, c'est pas si compliqué et c'est important de les faire parce que ça peut rapporter des choses quand même. Il y a des retours, il y a de l'argent qui nous revient. Donc voilà, alors au Québec, on a la particularité, on est la seule province canadienne où on doit faire 2 rapports d'impôts, un pour le fédéral et un autre pour le provincial. Voilà, celle du provincial sera envoyée, à Revenu Québec évidemment, celle du fédéral sera envoyée à l'Agence de revenus du Canada ou ARC, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'impôt? Moi, mon premier réflexe a été d'aller voir le dictionnaire. Ce sont des prélèvements sur les ressources d'individus, de personnes morales, de personnes physiques, donc personnes morales, des compagnies par exemple, personnes physiques, vous et moi. Donc l'État va aller prélever des sous et c'est ce qu'on appelle les sommes prélevées. C'est ça l'impôt. OK? Pourquoi faire? Pourquoi ils prélèvent des sommes? En fait, c'est une source importante de revenus pour les gouvernements et ça permet de financer les services publics de qualité comme on les a au Canada, par exemple pour les passeports Canada ou par exemple, là récemment, l'assurance emploi et c'était de l'humour. C'était pas très réussi, je vous l'accorde voilà, ces sommes perçues, ça finance les services publics et aussi les programmes qu'on appelle socio-fiscaux, c'est-à-dire pour les personnes à faible revenu qui en auraient besoin. L'État offre, des solutions socio-fiscales. Voilà. Heu, Pourquoi on produit ces impôts? En fait, le principe des impôts, qu'ils soient provincial ou fédéral, c'est le même. On parle d'équité. Il faut que ce soit juste pour tout le monde, pour toutes et toutes. Par contre, les gouvernements, ils ont besoin de savoir, en fait, si vous gagnez beaucoup d'argent, il va falloir que vous payiez votre dû, j'allais dire, à la société, versus si vous avez des tout petits revenus, peut-être que la société devra vous reverser
des aides, des crédits. Donc c'est ça, la base, c'est vraiment l'équité. Là, on va voir comment on fait les impôts. Donc j'allais dire la traditionnelle, c'est les guides papier que je peux faire circuler, je ne sais plus où ils sont là-bas d'ailleurs, qu'habituellement on recevait par la poste. Madame a reçu les siens d'ailleurs cette année. Je pense que Revenu Québec et Revenu Canada veulent de moins en moins qu'on utilise les formulaires papier, parce que ça doit coûter très, très cher pour eux. Donc l'avantage de ces formulaires-là, c'est que c'est très simple, c'est chronologique. On part de la case numéro 1 et on va jusqu'à la case 422 ou je sais plus quoi. Et puis, il y a un guide à côté et on suit les cases qui nous conviennent. Ça me semble simple d'utilisation. Après, c'est suivant chacun. Il y a des feuillets de calcul qui sont des brouillons aussi, donc ça c'est pratique. On fait notre petit truc et tout. Les inconvénients, ça prend du temps. Ça, c'est sûr, ça prend du temps. Il faut de la concentration. Faut pas avoir les 4 enfants derrière nous qui crient et qui jouent. Et puis, comme on en parlait tantôt avant de commencer, encore faut-il trouver les cahiers en question. Habituellement, pour le fédéral, on les trouve donc à l'Agence de Revenu Canada directement. Madame précisait qu'on peut les trouver dans les bureaux de poste. Je pense au provincial. La provinciale, vous pouvez les trouver habituellement dans les caisses des jardins. Je pense que l'idée derrière tout ça, c'est le gouvernement veut que vous utilisiez ceux qui sont disponibles en ligne, tout simplement. C'est plus écologique. Voilà. Et c'est d'ailleurs notre prochain point. Euh, on peut le faire directement sur les sites internet de l'ARC ou du RQ. C'est propre, c'est très joli, c'est pratique. Ça doit être même plus rapide à traiter à réception par Revenu Canada et Revenu Québec. C'est à jour, oui, évidemment. Chaque année, elles sont à jour. On peut retrouver les années précédentes aussi, au cas où on aurait du retard. Et c'est sécuritaire. Donc voilà, mais c'est pas un logiciel. Là, il y a personne qui vous aide. C'est vraiment, faut remplir le truc et il faut remplir les cases. Moi, ce que je déplore dans ce système, c'est l'utilisation que j'appellerais rugueuse. Il faut bien faire attention de sauvegarder. À un moment, il faut finaliser le document. Mais quand on l'a finalisé, évidemment, on peut plus rajouter des trucs si on a oublié. Donc faut faire attention. Je l'ai fait plusieurs années comme ça. J'ai plusieurs fois refait les documents parce que je les avais pas sauvegardés à temps ou que je les avais pas, finalisés, tout simplement. Donc mais pour certains, ça peut être très bien aussi. Voilà, ça prend une imprimante si vous voulez les envoyer par la poste, mais c'est pas rapide. Ça utilise du papier et pour finir, on peut utiliser un programme, enfin, c'est pas un programme, c'est une application qui s'appelle Imponet pour l'envoi, comment dirais-je, à Revenu Québec et à Revenu Canada. Imponet, c'est gratuit, vous le trouvez en ligne, tapez sur Google Imponet et vous vous inscrivez. Et comme ça, la transmission est sécurisée. On a mentionné tantôt les logiciels. Alors, il y a des compagnies privées qui vendent des logiciels pour pouvoir faire les impôts. Vraiment, le coin positif, c'est que c'est super facile d'utilisation. On a nos formulaires et ils nous disent quelles cases à remplir par rapport à notre situation. C'est sécuritaire, c'est reconnu par les 2 instances fiscales. Donc voilà, c'est un bon système pour faire ses impôts. L'inconvénient, forcément, c'est payant, il y a un coût. Voilà. Et par rapport, il y a certains monopoles de certaines compagnies qui sont très installées ici. Et voilà, mais après, j'essaye de pas nommer la compagnie en question. Heu, je vous invite pour cette compagnie-là, à laquelle tout le monde pense, d'aller voir leurs tarifs sur internet. Si après vous préférez, aller directement à une de leurs agences, à un de leurs «magasins» entre guillemets, c'est bien aussi, mais méfiez-vous, ils vont essayer de vous vendre le plus possible de choses et la note peut augmenter très rapidement. Autre moyen, par un comptable agréé. Alors ça, c'est le top du top parce que le comptable, c'est un professionnel, il appartient donc à un ordre professionnel. Si jamais il fait des erreurs, on peut le poursuivre via son ordre professionnel. Par contre, oui, ça convient parfaitement à certains profils de contribuables.
comme des travailleurs autonomes ou des gens qui ont, par exemple, des revenus de société, des dividendes, des actions. Je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite. Heu, voilà. L'inconvénient majeur, c'est le coût. Heu, oui, c'est cher, mais pour les travailleurs autonomes, par exemple, pour les artistes, ce genre de choses, c'est passage obligé, le comptable, OK? Aussi, dernière chose et que j'ai oublié de mentionner, ils reçoivent des formations à l'année longue, de formations continues, donc ils sont très à jour des nouveautés, en fait, et certains comptables se sont spécialisés seulement, dans la production de rapports d'impôts. Donc ça aussi, je vous invite à magasiner tout simplement, si vous êtes intéressé de passer par eux. D'accord? C'est particulier, les cliniques des impôts. Il y a des critères à respecter. Les cliniques d'impôts, c'est via, comment il s'appelle ça? Le SPIAB? Service de production des impôts par des bénévoles, du Québec. Bon, c'est très spécifique. Les critères, c'est pour les personnes avec des petits revenus. Par exemple, un célibataire, ce sera 35 000 et moins. Un couple, ce sera 45 000 et moins. Vous rajoutez 2 500 par enfant. Si vous êtes un couple avec 2 enfants, revenu maxi 50 000. Et là, on pourrait s'occuper de vous. La petite différence aussi avec notre clinique en présence, nous, on fait 4 vendredis au mois de mars. Ils sont réservés exclusivement pour les gens qui sont sur notre territoire. Si vous êtes à l'est de Pinneuf, oui, vous êtes sur notre territoire, oui, vous m'appelez, oui, je pourrais vous donner une date, je pourrais vous réserver une place. Si vous n'êtes pas sur mon territoire et que vous tenez absolument à faire affaire avec la Sève de l'Est, et vous aurez raison, parce que c'est cool la Sève de l'Est, je vous demanderai de me contacter à partir du mois d'avril seulement, pas au mois de mars. Et là, ce sera différent, il y aura plus ces critères de comment dirais-je, de territoire. Il y a toujours le critère de revenu évidemment, mais là, ce sera pas en présence. Moi, mes bénévoles, fin mars, je veux plus les voir, ils rentrent chez eux, je les libère et là, vous passez au bureau, vous déposez vos documents, je vous pose 2-3 questions et je vous rappelle une semaine ou 2 après, on les aura envoyés par internet et puis on vous donne un résumé des chiffres qui ont été envoyés et on vous donne aussi les montants des crédits que ça a pu générer. On verra ça plus tard dans la présentation, je ne veux pas les nommer pour l'instant. L'avantage, c'est que les bénévoles, eux aussi, sont formés avant chaque année, avant chaque début de saison. Ils doivent suivre, des formations puisque, il y a des petites choses qui changent, il peut y avoir des formulaires qui changent, des choses comme ça. Donc ils sont formés, ils sont reconnus, la transmission se fait de façon extrêmement sécure. Ils ont chacun leur code d'accès, donc on peut suivre en fait. Si par exemple un bénévole fait une erreur, on peut savoir, on peut la retrouver. Confidentialité importante, le bénévole a l'instruction de ne pas garder d'informations. Donc si vous avez une place à ma clinique en présence, vous avez un rendez-vous à 11h30, vous vous asseyez. Si votre profil n'est pas très compliqué, ça dure grand max 10 minutes, un quart d'heure et vous repartez par la suite. C'est fait, c'est envoyé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dès que vous êtes parti, bim, il efface votre dossier. D'accord? C'est une obligation, donc c'est très confidentiel. Moi, ce que j'aime bien dans les cliniques d'impôts, c'est le côté échange humain. On a eu, 3 ans de pandémie, formidable. L'an passé, on a refait une clinique en présence. Les 2 années précédentes, c'était au travers de la fenêtre. Vous me lancez les papiers et je vous rappelle après, on se relance les papiers et là, en fait, l'année dernière, ça a été un bonheur. En fait, les gens étaient, extrêmement contents de venir, parler de la pluie et du beau temps et puis, ouais, ça a été un très, très bon moment. D'ailleurs, j'ai très hâte que ça recommence, au mois de mars et j'espère que ce sera la même chose. Le côté négatif, évidemment, c'est les critères d'abord qui peuvent être, comment dirais-je? Limitatifs pour vous. La rareté des places, on n'est pas enfin, il y a si vous voulez savoir s'il y a des cliniques d'impôts près de chez vous, appelez le 211, le 211. Ils ont toute une liste de cliniques à jour, gratuites, qui suivent en fait, les critères par rapport à vos revenus ou autres. D'accord? Et ils vous donneront si oui ou non il y a des places d'ailleurs.
Donc voilà et oui, donc pour finir, la baisse du nombre de bénévoles. C'est les bénévoles qui font ça, ce sont des anciens professionnels, souvent à la retraite. Plus les années passent, plus, l'âge, s'installe et on note une baisse du nombre de bénévoles et ça, c'est très dommage. On n'a pas le droit de faire, travailleur autonome, on n'a pas le droit de faire, je crois c'est les dividendes de société, c'est pas plus de 1 000 $ je pense. Travailleur autonome, si votre contrat ne dépasse pas 1 000 $, vous pouvez vous glisser quand même, mais voilà, oui, ça, de toute façon, travailleur autonome, c'est la croix et la misère pour faire ses impôts, quoi. On l'a mentionné tantôt, le fédéral offre le service par téléphone. Heu, à ma connaissance, mais il se peut que la règle ait changé, ça c'est probable aussi. À ma connaissance, il faut recevoir une invitation pour utiliser le service. C'est une lettre, pas forcément, adressée à vous, mais lettre at large, où ça vous dit c'est par rapport à votre profil de contribuable. C'est souvent pour j'allais dire des profils faciles à faire, des retraités, des gens sur l'aide sociale, des petits revenus. Quand on n'a qu'une job, par exemple, qu'on garde toute l'année, on n'aura un seul papier d'impôt. Donc ça, on peut le faire. Le gros inconvénient, c'est, le provincial n'est pas fait dans ces cas-là. Moi, j'ai vu une personne la semaine dernière qui est venue me voir en me disant: «J'ai besoin de faire 10 ans d'impôt provincial». Il a fait tout le fédéral depuis 10 ans, comme ça, enfin, je sais pas trop comment d'ailleurs, mais par contre complètement négliger le provincial. Donc c'est quand même très dommage parce qu'on perd beaucoup. Voilà. Les étapes à suivre, hein, on va les voir, à suivre. C'est pas très compliqué, c'est chronologique, c'est vraiment chronologique. Quand on regarde les formulaires, on commence directement à la première page et on va aller passer au travers, tout simplement. Donc, la première page, c'est à peu près la même chose, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial, on va y retrouver les mêmes informations. La première page, elle sert à quoi? Elle sert à déterminer, en fait, à quel contribuable on parle. Donc c'est pour ça qu'il y a, toutes les informations qu'on aura à rentrer, qui vont permettre aux 2 instances fiscales de savoir à quel contribuable ils parlent, en fait. Donc vos noms et prénoms. J'ai mis une note importante parce que, il se peut qu'au niveau provincial et au niveau fédéral, vous n'ayez pas la même orthographe, de votre nom. Par exemple, si on a 2 noms de famille, il se peut que l'un ait un trait d'union et par exemple au fédéral, il y aura pas le trait d'union et ça peut créer, des soucis dans la production et l'envoi électronique des rapports. Parfois, ça peut bloquer parce que justement, il reconnaît pas, les prénoms. C'est assez rare quand même, mais c'est important. Donc, moi, je vous invite à regarder vos avis de cotisation reçus par le fédéral et le provincial l'année dernière, après la production de vos impôts, si c'est le cas, et regardez l'orthographe de votre nom et il faudra la respecter sur la prochaine ou autrement, demander à faire la correction, dans l'instance concernée, mais c'est pas facile, c'est long. Ce que je voulais vous dire, bon, alors sur cette première page aussi, on va préciser l'état civil de la personne. Si vous êtes marié et que vous avez 12 enfants, ça sert à rien de mettre célibataire. Vous inquiétez pas, vous pouvez mettre que vous êtes marié. On va pas vous envoyer en prison pour ça. Et on a encore le droit de se marier ici. Et puis, bien important sur la première page, le choix de la langue. Si on préfère recevoir une communication en anglais, c'est là qu'on va le préciser, tout simplement. Et puis, l'adresse courriel. Alors l'adresse courriel, on peut le mettre en fait dans les 2 instances, fédérale et provinciale. Provinciale, ce sera sur un formulaire à part. Là où moi j'ai un gros, comment dirais-je, frein, c'est que si vous remplissez ce champ-là, ça sous-entend que toutes les communications vont vous être envoyées par courriel dans mon dossier ou via, ClickSecure, que je me trompe pas. Si vous n'êtes pas inscrit à mon dossier ImpoNet ClickSecure, vous ne recevrez pas ces informations-là. Donc, je vous invite à vous inscrire d'abord et après transmettez votre adresse courriel
à qui vous voulez, et là, au moins, vous pourrez retrouver trace. Si vous souhaitez recevoir, moi, je sais que je suis très, très vieille école à ce niveau-là. Moi, je veux recevoir mon avis de cotisation après avoir fait mes impôts par la poste. Parce que je vais en avoir besoin, je vais le présenter si je veux un HLM. C'est le genre de papier qu'on reçoit assez souvent, en fait. Si vous demandez, je sais pas, une hypothèque, il me semble que ça va vous être nécessaire, ce genre de papier, même pour certains prêts de consommation. Heu, Parce que c'est la preuve, l'avis de cotisation, qu'on a fait nos impôts déjà, et surtout, c'est la preuve de combien on a gagné. C'est quoi notre revenu, en fait. Les institutions fiscales auront besoin de savoir aussi, enfin, si une personne meurt, heu, le fisc, en général, va vouloir savoir si, avant la mort, il y a eu des gros, gros revenus, des fois que la personne doive de l'argent à l'État, au gouvernement avec un S, et que, bah, ce serait bien de saisir cet argent-là avant que ça se retrouve dans l'héritage, par exemple. Donc voilà, c'est là où on va indiquer, la date du décès. Vous verrez sur le provincial, il y a une case qui parle de faillite aussi. La faillite, c'est un petit peu particulier. Quand on fait faillite dans une année, par exemple, je fais faillite l'année dernière, on va étudier avant la faillite, avant la date de la faillite. Mettons, j'ai fait une faillite au 1er juillet. Donc, on doit fournir des impôts du 1er janvier jusqu'au 1er juillet. Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc, pour que les gouvernements sachent, là encore, est-ce que, bah, le contribuable doit de l'argent? Et s'il doit de l'argent, bah, ça va rentrer dans la faillite, donc ça va être effacé. Et combien nous, les gouvernements, on va pouvoir essayer de récupérer au travers de la faillite. Voilà. Et il y a une seconde déclaration à faire après la date de faillite, donc ce serait du 2 juillet jusqu'au 31 décembre aussi. Là, c'est pour le calcul, j'allais dire, des crédits que j'aborde beaucoup plus tard, hein, TPS et solidarité. Et si ma mémoire est bonne, après la faillite, vous récupérez non, vous récupérez le fédéral au niveau du crédit TPS, mais le provincial garde la solidarité pour le reste de l'année. Voilà. Mais bon, l'instruction est ici, c'est normalement le syndic qui fait les 2 déclarations, et non le failli. J'ai mis habituellement avec des gros guillemets parce que depuis 1 an, en fait, on voit que les syndics le font de moins en moins. Ils disent aux faillis donc, bah, «Débrouille-toi pour le 2e rapport après faillite, débrouille-toi», et voilà. Nous, dans les cliniques d'impôts, on ne peut pas faire les faillis. On ne fait pas ça. Ça rentre pas dans nos critères. Bon. Pour finir aussi, petite anecdote, si vous avez fraudé le fisc et que vous avez réussi à mettre 500 000 dans un compte à la Barbade et tout, et que malheureusement à un moment vous devez faire faillite, bah, en fait, s'il y a, comment dirais-je, fraude fiscale, ça rentre pas dans la faillite et vous allez quand même la rembourser après. C'est la vie, d'accord? De toute façon, habituellement, quand il y a fraude, on ne peut pas rentrer ça dans la faillite. S'il y a fraude, par exemple, avec l'aide sociale, avec le chômage, ça rentre difficilement dans la faillite. D'accord? Mais bon, ça, vous verrez ça avec votre syndic de faillite, mais je vous le souhaite pas du tout. Donc, enfin, oui, justement, on l'a mentionné tantôt. La deuxième page le verso de la première page pour le fédéral, il y a 3 points assez importants. Le premier point, en fait, c'est, l'ARC nous propose aux citoyens canadiens de nous inscrire sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas citoyen canadien et que vous mettez «oui, inscrivez-moi», ça sert à rien, ça sert à rien. Si vous êtes citoyen, moi, je vous invite à remplir ça et bim, vous êtes inscrit et c'est fait, c'est transparent. Il y a une deuxième case aussi, les personnes autochtones, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, et c'est au fédéral, c'est là où on le voit, en fait, c'est là où il faut le déclarer: «Je suis une personne autochtone, donc je ne suis pas soumis». On doit quand même fournir nos déclarations, nos formulaires, mais par contre, on n'aura rien de retiré, voilà, ou on aura un retour à ce moment-là. Et pour finir, bah, il y a une toute petite case, et ça aussi, je vous le souhaite d'être concerné. C'est, dans le cas où on a des biens à l'étranger de plus de 100 000 il faut les déclarer, et auquel cas il y a un formulaire à remplir. Les personnes à charge, bah, les enfants, on les retrouve pas du tout sur la première page. Vous avez pu remarquer, on parle du conjoint ou de la conjointe, on parle du contribuable ou de la contribuable,
mais on ne parle pas des personnes à charge. Là, les personnes à charge, on va les remplir en fait sur des formulaires annexes, on va dire. Au niveau provincial, ça va être l'annexe A et au niveau fédéral, ça va être l'annexe 5. Très important à remplir puisque c'est là, c'est ce qui va générer en fait les allocations pour les enfants, pour la famille. Voilà. Ce sera aussi sur ces annexes-là qu'on va pouvoir, déclarer si on est un proche aidant pour un membre de la famille. Ça, bah, c'est important puisque ça génère aussi, un crédit d'impôt, pour proche aidant. Mais par contre, il y a des informations qui sont nécessaires à être dans les dossiers de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada. Il faut qu'ils aient en leur possession les informations médicales. Donc ça, je vous invite à prendre contact avec les 2 instances pour voir quelles sont les démarches à suivre. Il y aura sans doute des formulaires à faire viser par un professionnel de la santé. Ce genre de formulaire habituellement, bah, si par exemple, moi je m'occupe de mon père qui a un handicap, le formulaire va dire, bah, son papa il a un handicap, bah, c'est à vie. Ou son handicap, bah, ça dure 6 mois et dans 6 mois il est guéri. Donc, les gouvernements vont calculer en fait, bah, les crédits d'impôt pour proches aidants, suivant les informations qui sont données dans ces, dossiers médicaux. On parle de impôt sur le revenu là. Donc en fait, bah, c'est quoi les revenus? C'est tout ce qui rentre dans votre compte en banque, qui serait lié par exemple à un travail ou à comment dirais-je? Ben, un service social par exemple. Oui, c'est des revenus, tout ce qui rentre dans votre compte en banque. Mais, un célibataire sans enfant, qui gagne 50 000, c'est pas le même revenu qu'une maman monoparentale, mère pardon, de 3 enfants. C'est pas le même 50 000, ça a pas le même poids. Donc là, dans un premier temps, on va parler de revenus gagnés. Qu'est-ce qui est rentré dans nos poches? J'allais dire en brut, mais c'est pas le mot, un mot que je veux éviter. C'est pas un revenu brut là, c'est un revenu gagné, d'accord? Donc dans ces revenus-là, c'est l'information qu'on va aller trouver sur les feuillets que vous recevez de vos employeurs à chaque début d'année. Pour des revenus d'emploi, ça va être, oui, le feuillet T4, relevé 1. Petit commentaire, relevé 1, ce sera pour le Québec. Moi, je pars du principe que là où il y a un accent aigu, c'est le Québec. Là où il y a une lettre avec un chiffre, c'est le Canada. OK? C'est comme ça que j'arrive à les retrouver. Si on est retraité, on demande notre pension. Là, c'est le T4A P, P comme pension, d'accord? Ça a été pensé quand même. Et la partie du Québec, relevé 2. On va le retrouver sur le même papier. Ça, c'est le papier que vous recevez. Une première partie qui est souvent Canada, la seconde, Québec. OK? Pension de retraite, c'est ce que vous allez toucher de Pension Québec. Déjà, c'est provincial. Suite à des emplois que vous avez eus pendant toute votre carrière, d'accord? À 65 ans, et là on tombe dans une compétence fédérale, intervient la pension de sécurité de vieillesse, qui est le supplément de revenu garanti. Ça, c'est traité au fédéral. À 65 ans, si on a des tout petits revenus avec notre pension, on est éligible à ça. Pourquoi je ne veux pas utiliser le revenu brut? Parce que quand vous avez un emploi et qu'on vous dit: «Tu vas gagner, 40 de l'heure», là, le 40, c'est du revenu brut. Mais ils vont aller vous enlever, ils enlèvent des cotisations déjà de votre salaire, cotisations qu'ils vont envoyer à votre pension justement, au RRQ, d'autres cotisations. Alors je ne sais pas, si vous cotisez avec votre employeur pour un fonds de pension, via votre employeur, là aussi il y a des déductions. Donc en fait, votre 40 de l'heure, à la fin se termine, vous avez touché, on va dire, allez, 30 de l'heure. Ça, c'est le net, revenu net. C'est pour ça que je ne veux pas utiliser le mot brut. Ici, c'est vraiment gagné. Qu'est-ce qui a été gagné? OK? Qu'est-ce qui est considéré comme revenu? L'assurance emploi, vous recevez du fédéral, un relevé qui s'appelle le T4E
Il n'y a pas de correspondance au niveau Québec forcément, puisque c'est une compétence, fédérale. Pour l'aide sociale, c'est un relevé, T5007 côté fédéral, relevé 5, côté Québec. Là aussi, ça arrive sur le même papier. Toujours dans le revenu gagné. Si vous faites des retraits de vos REER, c'est considéré comme un revenu. J'espère ne pas vous l'apprendre, hein. Vous avez 100 000 $ dans votre REER, vous vous dites: «Tiens, je vais me faire plaisir, je vais partir en vacances». Vous allez retirer 10 000. La banque va en bloquer déjà une partie en disant: «Bah, il faut que j'envoie les sous, aux impôts». Donc sur le 10 000, ils vont retirer 20 par exemple. Donc vous allez vous retrouver avec 8 000 dans vos poches et vous partez en vacances au soleil et c'est cool. Sauf que le 8 000, il rentre dans votre revenu gagné. Il faudra le déclarer comme un revenu. Oui, il y a 20 qu'on a déjà payé en impôts. Ça, on va le retrouver un peu plus loin plus tard. Mais on va rajouter quand même 8 000 à notre revenu annuel. Voilà. Donc, j'allais dire faire attention. Non, après, dépendamment des situations, faites attention. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, si vous avez plus de 65 ans, que vous touchez le supplément de revenu garanti, ça veut dire que vous avez une petite retraite, donc le Canada vous donne un peu plus et tout, mais que vous continuez à faire des retraits REER, ça s'ajoute à votre revenu. Donc l'année d'après, le Canada, il vous dit, bah finalement, on va te baisser ton SRG, ton supplément de revenu garanti, parce que tu as fait plus l'année dernière. Donc là aussi, il va faire bien attention avec la REER, avec les retraits REER. Ça reste un revenu, c'est considéré comme un revenu. Donc ça, quand on retire d'un REER, on a un relevé qui s'appelle T4 RSP. RSP, c'est REER en anglais. Les retraites FER aussi, bon alors là, c'est vraiment pour les personnes de plus de 70 ans. Là, c'est un autre relevé aussi. Là aussi, encore considéré comme un revenu. Très important, les personnes qui, bénéficient, des prestations de maternité ou parentale, le, RPAP. Si vous avez un enfant, en fait, si vous prévoyez d'avoir des enfants, vous pouvez demander à votre employeur, de prendre sur votre salaire pour cotiser au RPAP et le jour où vous voulez prendre congé pour vous occuper, à la naissance de votre enfant, maman comme papa peuvent en bénéficier. Et ce qu'on va toucher lorsqu'on sera à la maison à s'occuper de bébé, ce sera considéré comme un revenu. Parce que pendant ce temps-là aussi, et là, moi, c'est pas ma spécialité, mais quand on prend ce congé, maternité-paternité, on n'est pas payé par l'employeur, il me semble. Donc voilà, ça nous prend un revenu quand même. On va pas manger des cailloux avec le bébé, c'est peut-être pas bien de l'accueillir quand même. Donc voilà. Certaines pensions alimentaires reçues peuvent être considérées comme un revenu. Ça, c'est vraiment lié au jugement de la séparation ou du divorce. C'est là où on va voir si oui ou non cette pension payée, doit être déclarée, doit être considérée comme un revenu. Si elle est considérée comme un revenu, la personne qui la reçoit, OK, va déclarer: voilà, c'est un revenu que j'ai eu. Mais la personne qui la donne va pouvoir la déduire aussi. Ça pourra être déductible. C'est vraiment au cas par cas, bien regarder le jugement de la personne. Enfin de la séparation, des 2 personnes en l'occurrence. Tout ce qui est, dividendes, revenus de société, revenus de placement, ça c'est le feuillet T5 relevé 3. Heu, les dividendes, c'est assez rigolo. Il y a pas de formulaire en soi. Heu, Par exemple, si vous avez beaucoup d'argent dans un fonds de pension, les fonds de pension, ils vont investir un peu à droite à gauche et ils vont vous envoyer en fait les dividendes de chaque action que vous avez dans votre fonds de pension et en fait, ils vous envoient, 40-50 pages parfois où vous avez des gains de, 30 sous, 20 sous et tous ces mini gains-là il faut les remplir, et il faut les envoyer, aux deux instances fiscales. C'est très désagréable à faire. Ça, le comptable, c'est le meilleur truc dans ces cas-là. Et puis, les revenus de location d'immeubles aussi, ce sont des revenus. C'est considéré comme des sous. Ça vient dans nos poches aussi. Donc voilà, toute source de revenus à déclarer. Le faire, c'est, après 70 ans, on ne peut plus avoir de REER. On doit transformer, REER en FER. Les contributions se font au REER
jusqu'à 70 ans. Et le REER, il faut les fermer, les transformer en fer. Et là, on ne peut plus contribuer. Il faut retirer. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. 70 ans déjà, à moins de pouvoir espérer vivre jusqu'à 150 ans, le gouvernement, les gouvernements dans leur tête, ne comprendraient pas pourquoi vous voulez toujours continuer à contribuer. Il y a un moment, vous allez vous en aller quand même. Vous allez mourir, non? Donc, Si on travaille encore, c'est ça. et il y en a, c'est vrai aussi. J'en vois. Ouais, ouais. Supplément de revenu garanti, c'est Mmh. quoi? Supplément de revenu garanti pour les plus de 65 ans, pour ceux qui ont une petite retraite. On est toujours dans le revenu gagné là, c'est vraiment on est dans le, qu'est-ce qui est rentré dans nos poches quoi? Voilà. Mais on va pas se limiter à ça non plus. C'est là où arrive notre revenu net. Heu, il y a certaines déductions qu'on peut faire de ce revenu gagné, qui va permettre en fait de diminuer ce que vous pourriez devoir à l'impôt. OK? On va tolérer certaines déductions. Avec le revenu net aussi, ça va déterminer, si oui ou non vous avez le droit à certaines prestations, certains crédits qu'on verra à la fin. OK? Donc là, pour l'obtenir, il y a des choses à déduire là, pour arriver au salaire net. Tantôt, je vous parlais du célibataire, tout seul, la maman avec 3 enfants, et qui travaille et tout. Le Canada va, il y a une déduction qui s'appelle la déduction pour travailleurs. Il y a, enfin, c'est pas le Canada d'ailleurs, c'est le Québec, heu, qui va permettre en fait d'indexer vos revenus par rapport à votre situation. Donc c'est juste une grille de calcul à remplir de votre coin et ça va permettre de réduire votre revenu net, d'accord? Et ainsi de progresser. Ça va? Si on fait des cotisations pour régime de pension agréé, c'est là, ça va diminuer notre revenu. Si, en tant que retraité, en tant que couple retraité, je pourrais, transférer si par exemple j'ai été le seul à travailler et que, l'autre personne n'a pas travaillé du tout de sa vie et que moi je touche une retraite de 100 000 $ par année et que c'est la fête, plutôt que de déclarer moi 100 000 $ et je vais être taxé à mort, je vais pouvoir transférer, à ma conjointe, un montant, par exemple, on va dire 50 000 déclaré moi, 50 000 l'autre et puis comme ça, on sera chacun ponctionné et imposé, équitablement, mais ça évitera peut-être qu'une personne paye tout. Mais vous n'êtes pas obligé de donner les 50 000 en fait, c'est ça qui est terrible, c'est juste les impôts. Donc voilà, ouais, revenu de retraite, déduction pour salaire, on en parlait tantôt. Si par exemple, votre, employeur vous offre un régime de retraite, de la compagnie et tout, vous allez dire: «Bah tiens, prends 25 $ à chaque paye». C'est là où on va les retrouver en fait. Ça, cet argent-là, ne peut plus être considéré comme un revenu au jour d'aujourd'hui puisque vous l'avez mis dans un REER. Donc ça faut que ça diminue votre revenu gagné. D'accord? Là aussi, ce qu'on va pouvoir déduire, on parle de frais de déménagement. Alors attention, si vous déménagez 3 fois par année, non, faut pas rêver, il y a des raisons quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire? Frais de déménagement, les conditions principales, c'est, vous rapprocher d'un travail qui serait très loin, vous retrouver à moins de 40 kilomètres de ce travail, souvent en région éloignée. Voilà, ça pourrait être couvrable, j'allais dire, ça pourrait être, glissé dans les impôts pour réduire notre revenu. Il y a une case, je vous invite à lire le guide, c'est très clair, le guide va vous dire: «C'est ça les conditions, si tu remplis pas les conditions, tu pourras pas déduire tes frais de déménagement». Il y a les frais de garde pour enfants, ça c'est important. Quand on est, qu'on soit un couple, qu'on soit une mère monoparentale ou un père, monoparental, les gouvernements, ils aiment bien que vous travaillez quand même. Donc, mais si vous travaillez, vous pouvez pas laisser vos enfants, enfin, on peut pas remettre les enfants à la DPJ comme ça, il y a pas le droit. Ça, c'est pas possible. Donc, ça vous prend une garderie, ça diminue, cette dépense diminue vos revenus. Donc c'est normal que ce soit déductible. D'accord? Bon, là, il y a un formulaire à remplir évidemment, formulaire T778 et puis l'autre CRC 62. Voilà, il y a certaines cotisations syndicales ou professionnelles
qu'on peut faire passer sur les impôts en vue de réduire notre revenu. Là encore, c'est assez restrictif. C'est pas tout. Je pense, j'ai été courtier immobilier, moi. C'est hors de question qu'on mette les frais de courtage immobilier là. C'est pas déjà, c'est pas un ordre professionnel. Un comptable, par exemple, qui lui a un ordre professionnel reconnu, pourra, à mon avis, déduire sa cotisation professionnelle de l'année. Les médecins, j'imagine aussi, ce genre de choses. Et là aussi, on peut, comment dirais-je, mettre certaines dépenses, occasionnées pour pouvoir travailler, on peut les déduire. Moi, je vous invite à regarder le guide. Il y a vraiment quelques professions qui sont concernées, dont les musiciens, je crois. Enfin bon, c'est pas tout le monde, donc on ne pourra pas déduire, par exemple, des dépenses que vous auriez eues, si vous travaillez dans une tour à Montréal, quoi. D'accord? Donc tout ça dans le but de diminuer, vous voyez, je l'ai mis brut là, je l'ai mis, j'aurais pas dû le mettre, dans le but de diminuer en fait le revenu gagné, tout simplement. Ça va? C'est un peu la partie, j'allais dire, excusez-moi d'être vulgaire, chiante de la présentation. Je suis désolé, c'est beaucoup, beaucoup d'informations mais on y vient là. Après, il y a les bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord? Mais on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini, ben non, ce serait trop facile. Il faut arriver au revenu imposable. En fait, c'est sur quelle base on va calculer ce que vous devez au gouvernement avec un S. Donc forcément, on part de notre revenu gagné, de notre revenu net par la suite. C'est là où on va pouvoir déduire certaines choses comme si on vit dans des régions éloignées. Si on est un personnel des forces armées, si vous êtes un investisseur, vous êtes chef d'entreprise, mais vous avez des pertes en capital, c'est là où on va pouvoir les enlever aussi, pour obtenir à la finale le fameux revenu imposable. Sur quelle base on va pouvoir calculer combien on doit d'impôts. OK? Même chose du côté de Revenu Québec. C'est là où on aperçoit la déduction pour Indiens. Excusez-moi, c'est la loi des Indiens. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, si on est une personne autochtone, c'est là qu'on va le déclarer. Même chose, on retrouve perte en capital. Si on a fait des mauvais investissements, c'est là qu'on va pouvoir déduire et on va arriver à notre revenu imposable. Donc voilà, on a gagné tant de revenus imposables dans l'année et maintenant, c'est la douloureuse qui arrive. Ah non! Ah non, 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 c'est le truc excitant là. Heu On parle des crédits d'impôt. Alors, bon, elle est un peu bizarre cette slide-là. L'expression crédit d'impôt, on va passer à la suivante tout de suite, d'ailleurs, ce sera plus simple. On entend souvent crédit d'impôt non remboursable et crédit d'impôt remboursable. OK? Le crédit d'impôt non remboursable va permettre de diminuer votre revenu imposable, mais jusqu'à zéro. Si on est en négatif par la suite, tout bas de Saussade. C'est non remboursable. OK? Par contre, alors, l'exemple du non remboursable, heu, par exemple, pour les aînés qu'on invite d'ailleurs à rester sur le marché du travail, à prolonger la carrière, il y a un crédit d'impôt qui s'appelle, crédit d'impôt pour prolongation de carrière, qui est une somme, le gouvernement, enfin là c'est Québec en l'occurrence, qui dit: «Bah tiens, vu que tu continues à travailler et tu as un certain âge, on va, déduire ça de ton revenu imposable, mais par contre, si ça crée du négatif, on va pas te redonner des sous». OK? C'est bon, bah, tant pis, tu as pas travaillé assez. Versus le crédit d'impôt remboursable, oui, ça va baisser ce que vous devez à l'impôt et si on se retrouve dans le négatif, bah là, ça vous revient dans les poches. Idéalement, c'est les dépôts de REER. Ce qu'on met dans les REER, ça, c'est un crédit remboursable. Ça vous revient dans les poches, normalement. Ça va? C'est important. Bon alors, pour la liste des crédits d'impôt, je vous invite très sincèrement à taper
liste crédit d'impôt Revenu Québec, liste crédit d'impôt Revenu Canada, et vous en avez pléthore. Alors là, c'est c'est 3 pages. Et puis vous cherchez le crédit qui vous concerne. Il y en a forcément tout plein qui vous concerne, et vous allez voir si oui ou non il est non remboursable ou remboursable. Ça va? On va passer assez rapidement. Ce qu'on appelle les crédits d'impôt, donc par exemple, si on est étudiant, on peut déduire les intérêts. Si on a pris un prêt pour faire nos études, on peut déduire les intérêts. Ça va réduire notre revenu imposable. Donc on paiera moins d'impôts à la finale, OK? Même chose pour les frais de garde d'enfants. Tout à l'heure, on parlait de si on veut travailler, ça nous prend une garderie. Ça, on va pouvoir le déduire, et c'est normal aussi, ça va réduire notre revenu imposable. Moi, le célibataire a gagné 50 000, c'est normal que je paye plus d'impôts que la madame qui a 3 enfants et qui travaille, mais qui paye la garderie. Ce genre de choses, d'accord? Les dons aux ah oui, alors celle-ci, je l'aime bien là, par contre. On a le droit de le faire, des dons, à des partis politiques, et on peut les déduire de nos impôts. C'est quand même formidable. Sauf que c'est que au Québec, et c'est que les partis municipaux. Donc, si vous donnez plein d'argent au fédéral, à n'importe qui, ça sert à rien, OK? Et je voudrais parler des œuvres caritatives aussi. On peut faire des dons, par exemple, à chaque année, à des œuvres, enfin, à des organismes de bienfaisance, et ça, ce sont des crédits non remboursables, OK? Par contre, ce crédit-là, il est transférable. On peut ouais, bon, c'est compliqué. OK. Je suis célibataire, je gagne 50 000, j'aimerais bien. Donc je sais que je vais payer des impôts. Mais par contre, je vais aller donner à la Croix-Rouge, je vais aller donner une somme, mettons 500 $. Ce 500 $-là, je pourrais le faire passer dans mes impôts, ça réduirait ce que je dois payer Québec et Canada. Mais si, par exemple, j'avais un revenu de 12 000 par année et que je donnais quand même mon 500 $ à une œuvre, de toute façon, en gagnant 12 000, on touche 0, enfin, il y a 0 qui nous revient et on doit 0, ce qui est logique aussi, petit revenu. Ça me servira à rien de faire passer mon don de 500 $ parce qu'il est non remboursable. Donc voilà. L'avantage de ça, c'est quand on paye des impôts, quand on doit de l'argent au gouvernement, si vous faites des dons, là, ça va pouvoir réduire, mais il y aura pas de retour. C'est un peu nébuleux tout ça, hein, mais je sais que, oui, il faut pas trop que je raconte ma vie là, mais je vois beaucoup de retraités qui se pointent très fiers avec tous leurs relevés ils ont fait des dons et tout, des dons aux églises par exemple. C'est vraiment très bien pour ces œuvres-là, mais malheureusement ça réduit pas et ça vous revient pas dans la poche. D'accord? Donc on parlait tantôt, on l'a déjà mentionné, mais on va pouvoir, déduire les dépôts qu'on a mis, enfin de l'argent les sous qu'on a mis dans le REER. Ça, on pourra le déduire pour, là encore, baisser, ce qu'on doit en impôts. Vous aviez abordé les médicaments. Il y a une annexe à remplir. À ma connaissance, les médicaments, si vous avez des dépenses de plus de 3 de votre revenu, en termes médicaux, évidemment, de santé, alors oui, il est important de les déduire, d'accord, de les déclarer, de les faire entrer dans les impôts. Si vous me dites, j'en ai pour 30 $ de médicaments par mois, je veux bien que vous arriviez avec votre dépense annuelle, ça servira à rien, vous allez rien toucher. J'ai entendu un bénévole l'année dernière me dire, si tu dépenses pas plus de 2 000 $ en médicaments, ça sert à rien de demander. OK? 3 du revenu imposable. Il y a des formulaires, qui vous permettent de faire le calcul si oui ou non, ça va vous donner un crédit d'impôt, quoi. D'accord? Donc, là aussi, amusez-vous à faire le calcul. Là où c'est intéressant, c'est par exemple si vous avez des procédures de santé qui ne sont pas offertes au Québec, qui ne sont pas offertes là où vous vivez. Là, oui, ça va vous allez pouvoir les déclarer, ça vous allez pouvoir obtenir un crédit.
Si on n'a pas de grosses dépenses de santé, moi je vous invite à tout soumettre, hein, arrivez avec tous vos reçus. Les dents, ça coûte un bras, donc arrivez avec ça. Donc lunettes, dentisterie, etc. Si vous avez une assurance privée, vous ne pouvez soumettre que ce qui n'a pas été couvert par votre assurance privée, ce qui est un peu logique aussi, hein. Les gouvernements ont tout intérêt à garder nos personnes aînées chez elles plutôt que de les mettre dans des CHSLD. Donc, si les aînés de plus de 70 ans ont des dépenses pour aménager l'accès au logement, etc., ça pourrait être déduit quelque part des revenus. Si le retraité a dû payer une rampe d'accès à son logement, il pourra récupérer certains crédits d'impôt. Jamais la totalité, hein. Faut être réaliste. Juste retour, là, on a calculé, on a notre revenu imposable. On a gagné tout ça dans l'année, c'est bien, mais c'est ce sur quoi on va calculer votre impôt. Donc là, c'est un petit peu brut de pomme, mais ici, vous avez les taux d'imposition fédérale, pardon, et ensuite, bon, bah, j'ai mis Québec aussi. Donc voilà. Alors, mettons, vous avez gagné 100 000, bah, vous cherchez la ligne qui parle du 100 000, et après, vous calculez combien vous devez d'impôts. Là, c'est vraiment le montant total des impôts sur le revenu. OK? N'oubliez pas qu'il y a déjà eu des déductions sur vos salaires, sur vos pensions, Oui, alors, par exemple, là, ce montant-là, il fait peur. Allez, mettons qu'on ait gagné 100 000. Waouh, on va devoir 17 000 d'un coup, plus 26% de 55 000 suivants. Oh, ça va faire mal, ça. Oui, mais en fait, non. Vous avez eu quand même les déductions sur votre salaire. Voilà, c'est ça. Il y a déjà eu des déductions sur votre salaire. Alors, si vous gagnez déjà beaucoup, les déductions, elles seront importantes aussi sur votre salaire. Donc, ça va diminuer ce que vous devez. OK? Et ça va nous permettre, c'est à ce moment-là le côté excitant, de pouvoir calculer si on doit de l'argent ou si on va avoir un retour d'argent. Pour la petite histoire, si le montant total, que ce soit d'un côté ou de l'autre, est inférieur à 2 $, vous n'aurez pas de remboursement et vous n'avez rien à payer. Tout ce qui vous est pris par votre employeur, vous aurez pu à le payer, puisque c'est déjà dans la poche des gouvernements. Le slide avant, on aura calculé avec votre salaire imposable combien vous devez. OK? Prenons encore une fois la ligne de 100 000. Vous avez gagné 100 393. Donc, c'est ça, vous allez devoir sortir 17 000 plus 26% de 55 000. Waouh, ça fait mal. Oui, mais on a déjà pris une bonne partie, on espère une bonne partie, sur votre salaire. D'ailleurs, à ce sujet, si vous êtes salarié et que vous savez que vous êtes imposable, vous pouvez toujours demander à votre employeur, peux-tu augmenter ce que tu me prends, ce que tu vas envoyer au gouvernement, pour qu'à la fin de l'année, enfin au mois de mars, je ne me retrouve pas à payer une grosse somme, peut-être espérer d'ailleurs avoir un retour d'impôt, si on augmente les contributions, les prélèvements en fait à la source. D'accord? Donc voilà, toc toc toc. Ça, c'est la partie intéressante. Qu'est-ce que ça rapporte de faire ces impôts? Les 2 principaux crédits dont on va parler, ça va être le crédit TPS, donc le crédit sur la taxe de vente de produits et services. C'est géré par le fédéral, il y a forcément des conditions qui s'appliquent, c'est en particulier pour les personnes à faible revenu. C'est pour alléger les personnes du fardeau fiscal à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a une taxe TPS. Donc, le fédéral va considérer ça comme un retour à l'envoyeur, en disant: «Tu as des petits revenus, on ne va pas te retaxer en plus». Et la condition pour toucher ça, c'est de produire votre déclaration. C'est tout. On peut revenir 5 ans en arrière, à ma connaissance, pour récupérer ces sommes-là. D'accord? La TPS, elle est payée à tous les trimestres. OK? Enfin, je ne veux pas donner de montant d'ailleurs, mais bah si, remarque, oui, je peux en donner. On va dire 450 $, ça génère un montant de 450 $ par année et vous allez recevoir 115 $ à tous les trimestres de TPS. OK?
Il y a à peu près l'équivalent côté provincial, qui est le crédit d'impôt pour la solidarité. Lui, il est un petit peu différent. Bon, même chose, il est destiné aux personnes à faible revenu. Il est composé de il y a 2 composantes là-dedans. Il y a la composante du logement et c'est là où, intervient le formulaire que l'on reçoit de nos propriétaires quand on est locataire. Super important de l'obtenir, ça va déterminer le montant que vous allez avoir. Si vous n'avez pas de formulaire, de relevé 31 pardon, de votre propriétaire, ça veut dire que soit vous habitez un HLM ou une coopérative, auquel cas, bah, ce ne sera pas produit, mais on part du principe que votre loyer est quand même plus faible qu'un loyer privé, j'allais dire. Vous en toucherez quand même, mais vous toucherez moins, tout simplement. Et il y a par contre une annexe à remplir à chaque année qui est l'annexe D et à laquelle on va accrocher notre relevé 31 justement du propriétaire. Si vous avez un propriétaire qui refuse de vous le donner, il y a un moyen que Revenu Québec fasse pression auprès du propriétaire aussi. Mais c'est plus long, c'est une procédure. Donc c'est idéalement, normalement les propriétaires sont assez enclins à l'envoyer. C'est peut-être le papier qu'on reçoit le plus tard au niveau du calendrier, mais ils vous l'envoient quoi, de toute façon. C'est une obligation légale de leur part, oui. Mais des fois que le locataire serait en chicane avec le proprio, avec des loyers en retard, le proprio a peut-être pas envie de faire un cadeau non plus. Donc voilà, donc oui, la composante du logement et même chose, il y a aussi cette idée de réduire le fardeau, de payer de la taxe de vente, du Québec, alors qu'on a déjà des petits revenus. Donc c'est pour nous, pour alléger notre fardeau face à la TVQ. C'est ça, les 2 composantes. Il y a une 3e composante, mais que je n'ai pas indiquée ici, parce qu'on n'est absolument pas concerné, c'est quand on vit dans une région très éloignée. Ça nous donne un peu plus, d'argent à ce niveau-là. Ben, bien important aussi, qu'est-ce que ça génère de faire ces impôts? Donc là, il faut que je les lise parce que c'est le vrai terme exact. Il y a, des crédits d'impôt remboursables, quand on est travailleur. Les gouvernements préfèrent quelqu'un qui va travailler, même si c'est avec un petit salaire, qu'une personne qui va passer sa vie devant la télé. Faut être enfin, c'est logique un peu. Par contre, ils partent du principe aussi que le travailleur qui va travailler 40 heures par semaine, au salaire minimum, bah, il a du courage et on va le remercier pour ce courage-là. Donc il y a 2 crédits d'impôt, en fait, l'allocation canadienne pour les travailleurs et le crédit d'impôt relatif à la prime au travail. Si vous avez un petit revenu, mais que vous travaillez, les gouvernements vont vous remercier en vous envoyant des crédits d'impôt, cela remboursable, en fait, en vous donnant des sous. OK? Et c'est des belles sommes quand même, donc c'est pas négligeable. Même chose, si vous étiez par exemple à l'aide sociale et que vous revenez à la job, là, Québec va s'en apercevoir et va dire, bah, ils vont vous donner des sous parce que vous êtes de retour sur le marché du travail. D'accord? Les enfants, les allocations pour les enfants. Donc, on a l'ACE, donc l'allocation canadienne pour les enfants, et au niveau Québec, c'est l'allocation famille. Ça, c'est calculé automatiquement en faisant notre déclaration d'impôt. On déclare nos personnes à charge et ça va déterminer combien on va toucher pour les allocations familiales. Alors là, je vous ai mis les montants. Canada, ils sont généreux à ce niveau-là. En dessous de 6 ans, on reçoit quasiment 7 000 $ pour l'année. C'est voilà, c'est divisé par mois. Donc voilà, bon, quand notre enfant dépasse les 6 ans, là, le montant diminue un petit peu au niveau du fédéral. En dessous, je vous ai mis le Revenu Québec, donc c'est un petit peu moins. Cette allocation pour la famille, elle est bonifiée si vous êtes une famille monoparentale. Et puis voilà, il y a tout un calcul et tout, mais quand vous faites vos impôts et à la fin, le résumé de ce que vous avez transmis, normalement, ça vous donne le montant annuel de ce que vous pouvez espérer, heu, comme allocation pour les enfants, pour la famille. C'est pour ça qu'on va voir, oui, par exemple, si vous êtes des millionnaires, vous avez le droit quand même puisque vous faites des enfants, mais on va vous donner moins, faut être réaliste. C'est pas les montants, canadiens, eux, ne sont pas, sont pas liés à vos revenus, en fait. Ce seront toujours les mêmes.
Cette année, en 2023, ce qui est important pour les aînés, il y a le montant qui est un montant qui leur est donné en fait, est bonifié cette année. Le 411 passe à 2000. Par contre, la grosse condition, c'est il faut avoir 70 ans. Vous avez 68, vous avez 69, malheureusement, tout bas de Saussade. Moi, je sais que je rencontre énormément d'aînés justement par rapport à la clinique là. Tout le monde se plaint de ça, hein. Et je comprends aussi, vous avez 65 ans, vous êtes considéré comme un petit jeune versus à 70 et on vous donne plein d'argent. Donc c'est extrêmement frustrant quand même. Mais il faut des règles, c'est comme ça. Allocation logement, ça ne se fait pas au travers des impôts. Moi, je vous conseille de toute façon, il n'y a pas de formulaire pour l'allocation logement. Il y a des conditions qui s'appliquent, hein. Faut avoir un certain revenu, il faut payer assez cher et tout. Donc là, il faut contacter les 2 instances pour aller. Ils vont vous envoyer en fait le formulaire. Il n'est pas disponible en ligne, on peut pas le trouver. Et, et après, en recevant ce formulaire, ils vont voir si oui ou non vous êtes éligible. Et si votre condition, les conditions ne changent pas, ça va continuer. On a parlé, on a mentionné Mon Dossier, qui existe sous Canada et sous Québec. C'est pratique, Mon Dossier. On a tout notre historique fiscal. On peut voir nos avis de cotisation des années précédentes. On peut voir aussi nos relevés d'emploi des années précédentes. Normalement, l'ARC et le Revenu Québec reçoivent ces informations-là de la part de nos employeurs. Donc, ils savent déjà à la base combien on a gagné, combien on a touché. Mais c'est l'endroit où on va retrouver. Donc, c'est une très bonne idée quand même parce que ça nous donne de l'autonomie. Voilà. Le gros point négatif, au niveau du fédéral, ça prend un code d'accès qui va vous être envoyé par la poste. Le délai, il est de 10 jours. 10 jours calendrier, au moins pas ouvré. Donc ça, il faut attendre ça. Elle dure 1 an maintenant, le code. Donc ça, c'est très bien. Faut savoir reconnaître les choses qui avancent dans le bon sens. Québec, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser en fait nos identifiants, comme quand on regarde notre compte bancaire en ligne. On peut utiliser l'interface de ça. Vous allez sur Revenu Québec, il vous dit bah tiens, tu veux accéder comment? Clique Sécure ou par ta banque, et puis vous rentrez vos codes secrets de la banque, et là vous retombez sur la page Mon Dossier, et vous avez tout d'accessible. D'accord? Et là encore, je me demande qui est-ce qu'ils embauchent pour créer leur page internet, parce que c'est pas intuitif. Enfin, je suis pas un informaticien, loin de là, mais c'est franchement, enfin, je sacre beaucoup en utilisant ces pages-là. Donc, Mon Dossier côté Canada et Mon Dossier côté Québec. Bien important de s'inscrire, moi je vous invite à vous inscrire. Dépôt direct, mention très rapide. L'avantage du dépôt direct, c'est que vous recevez les sous dans les 5 jours ouvrés. Si l'État, les gouvernements vous doivent des sous, avec le dépôt direct, 5 jours, on a le dépôt dans notre compte bancaire. Si on n'a pas le dépôt direct, ils nous envoient un chèque, 8 semaines. Just saying. C'est vous qui voyez. Ça peut se faire par téléphone au niveau de l'ARC, ça peut se faire directement dans Mon Dossier. C'est vous qui rentrez, vous changez de banque, vous pouvez le faire direct. Ou autrement, il y a un formulaire qu'on retrouve dans les cahiers des formulaires. Donc voilà, je voudrais juste préciser et rapidement pour l'année 2022, donc qu'on va déclarer là au mois de mars, il y a eu quelques nouveautés. Pour les enfants de moins de 12 ans, le fédéral offre comme un crédit d'impôt pour les soins dentaires pour les moins de 12 ans. On parle d'une somme de, je crois que c'est 200-300 $, je sais plus où je l'ai foutu. Donc les dents, ça coûte, enfin c'est une horreur, donc c'est bien aussi qu'on prenne soin un petit peu de nos petits jeunes. Il y a ça, il y a les dents, l'achat d'une première maison. Il y a un crédit d'impôt non remboursable qui vient aider les Canadiens qui s'achètent leur première maison parce que le gouvernement est conscient que ça coûte de plus en plus cher, que ça prend de plus en plus une grosse mise de fonds à la base. Donc voilà, ils font un crédit d'impôt. Vous achetez votre première maison cette année, vous allez avoir un crédit d'impôt qui va permettre de réduire ce que vous devez en impôt, mais par contre, ça ne génère pas forcément un retour d'impôt. Et donc ça, si vous êtes diabétique de type 1, vous allez pouvoir avoir un crédit d'impôt, être reconnu comme une personne avec des limitations.
Ça, évidemment, il va falloir des preuves de votre médecin. Il y aura un formulaire à faire viser par votre médecin. En passant les formulaires à faire viser par votre médecin, à faire remplir par le médecin peut vous demander de l'argent pour ça. Handicapé, il y a eu du changement. Il y a un crédit d'impôt qui a été bonifié quand on souffre de certaines restrictions. Et ces restrictions ont été un peu agrandies. Si on a des problèmes pour voir, parler, entendre, marcher, évacuer, excusez-moi, fonction intestinale ou vésicale, se nourrir, s'habiller, fonction mentale nécessaire aux activités qui seraient absentes, effet cumulatif, etc. Donc là, c'est un formulaire T2201, même chose, une partie qu'on remplit nous et une partie remplie par le médecin, et après à soumettre à l'ARC. Ça, c'est une petite nouveauté. Et pour finir aussi, là, je sais que le fédéral pousse beaucoup à ce sujet-là. Il y a une allocation logement unique qui est proposée aux Canadiens, mais des conditions s'appliquent évidemment. C'est pour les petits revenus, les très petits revenus. Donc pour un célibataire, ce sera moins de 20 000. Si vous mettez plus de 30% de votre revenu pour payer le loyer, etc. Bon, il y a des conditions. Je vous invite à aller voir sur le site Canada. Mon gros frein vis-à-vis de ça, c'est qu'on peut faire la demande par téléphone, c'est semi-automatique, et il l'envoie à tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent en HLM qui l'ont demandé parce qu'ils ont reçu la pub, et ils l'ont reçu, mais ils ne sont pas éligibles. Les gens qui sont en HLM ne sont pas éligibles. Donc, il va falloir les rembourser. Et 500 $, ça part vite quand même. Donc voilà. Pouvez-vous nous rappeler le numéro ou appeler si on veut de l'aide et qu'on ne peut pas faire appel au service de la CEF? C'était le 811, 211? Oh, le 211, oui, pardon, le 211, c'est que je vous dis, le centre de référence du Grand Montréal. Merci beaucoup, François. Merci. Je vous débaptise à chaque fois. Merci à vous. Merci.